Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal consacrée à la Mazérité. Mais avant de parler de la Mazérité, on va se faire plaisir à revenir quand même sur cette belle victoire des Lions de l'Atlas sur le Cameroun par 2-0 vendredi dernier. C'était une belle victoire et on leur assure, on leur souhaite une belle suite dans leur parcours pour leur demi-finale, leur sacre, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. La Mazérité est-elle encore aujourd'hui pleinement reconnue au Maroc? Est-elle une langue, une culture, une identité ou un projet de société? Depuis plusieurs décennies, la question amazigh occupe une place centrale dans le débat public marocain. Longtemps marginalisée, la langue amazigh a connu des avancées majeures. Reconnaissance constitutionnelle en 2011, adoption de la loi organique sur l'officialisation de l'amazigh, intégration progressive dans l'enseignement, dans les médias, l'administration, la sphère politique. La question amazigh ne se limite cependant pas à la langue ou à l'alphabet tifina. Elle touche à l'histoire du Maroc, elle convoque la mémoire collective, elle participe de la justice culturelle, mais elle est aussi part des enjeux politiques, sociaux et identitaires contemporains. Cependant, entre reconnaissance juridique et réalité vécue, de nombreuses interrogations demeurent. Pourquoi l'implantation de l'amazigh reste-t-elle inégale et selon une idée largement répandue incomplète? Pourquoi la langue peine-t-elle encore à s'imposer dans l'école, l'espace public et les institutions? Et surtout, comment concilier diversité culturelle, unité nationale et cohésion sociale? Et d'autres questions. Dans cette édition de Frontal, nous tenterons donc de dépasser les slogans et les polémiques pour comprendre les racines profondes de cette question, les résistances qu'elle suscite, mais aussi les attentes d'une grande partie de la société marocaine. Et pour en débattre, nous recevons deux éminents chercheurs intéressés par le fait social et la question amazigh, en la personne de Ahmed Assid. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi, Ahmed. Vous êtes militant associatif amazigh, vous êtes aussi écrivain, vous êtes bien connu pour défendre la cause amazigh. Chakib Ksous, bonsoir, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes médecin et vous êtes socio-anthropologue et aussi écrivain. Nous allons donc débattre. Dans quelques jours, nous allons avoir donc le début de l'année amazigh. Et à cette occasion, donc, nous allons encore refaire le tour de la question. Mais avant de commencer, je vous propose ce sujet proposé par la rédaction. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. L'amazigh constitue une langue officielle de l'État en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception, dit la Constitution marocaine de 2011, après que dans son préambule, il est précisé que l'unité du Royaume du Maroc, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. 10 années auparavant, sur décision royale, l'Institut royal de la culture amazigh était créé suite au fameux discours d'Ajdir et en janvier 2023, Sa Majesté le Roi avait décidé de faire du 14 janvier un jour férié officiel. Mais pour autant, la mise en œuvre et l'installation de la culture amazigh de manière structurée demeurent perfectibles. La diversité de la culture amazigh et sa nature encore largement présentée comme essentiellement orale constituent des obstacles à son expansion dans l'ensemble de la population non amazirophone. Cette réalité provient de la profondeur historique de la société marocaine, la culture amazigh ayant été longtemps marginalisée, minorisée ou même négligée par les politiques successives menées, par la colonisation et aussi par la politique de l'arabisation qui a vu ses premières manifestations dès le lendemain de l'indépendance. Dans le quotidien de la société marocaine, la prééminence de la dalija, de l'arabe et aussi du français contribue aussi à une minorisation de la langue amazigh, bien qu'on sait que dans leur vie, les Marocains ne font absolument aucune distinction qualitative ou normée entre arabe et amazighen, si tant est que cette distinction existe. Cela renvoie au concept de Tamrabit, au-delà de sa récupération ou de son origine politique. Qu'est-ce qu'être marocain, maghrébi? Cela se définit-il par l'appartenance nationale? Et qu'est-ce que la nation? Par l'usage de langues spécifiques, par la structure sociale et politique et leur intime intégration, par tout cela à la fois, la difficulté de la définition de Tamrabit reste donc entière. Quelles sont les étapes franchies par le Maroc, ses chercheurs, ses intellectuels, ses politiques, pour franchir le plafond de verre qui semble encore cantonner la langue amazigh dans l'oralité, où on est l'évolution et même la production littéraire, académique et même scientifique de la mazérité. Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses dans ce débat de Frontal. Docteur Chakib, c'est une réaction rapide sur ce qui a été dit, parce qu'on va revenir sur tout ça en détail. Excellente
présentation. Je pense que aujourd'hui, nous avons effectivement une population marocaine qui est d'origine amazigh, à laquelle il y a eu des composantes, 3 composantes importantes, la composante amazigh, la composante la composante arabe et la composante saharienne. Et effectivement, nous avons une langue qui est la Derija, qui est la plus parlée. Nous avons, à côté de la Derija, l'arabe, le Fusha, et nous avons le français. Et très peu de langue amazigh, mis à part les personnes qui sont originaires de certaines régions du pays. Les autres ne parlent pas, ne sont pas locuteurs de cette langue. Et c'est bien dommage parce que nous avons tous du sang amazigh qui coule dans nos veines. Alors, très peu de langue amazigh, nous dit le docteur. J'ai retenu ce passage-là. Oui, effectivement, dans le rapport qu'on vient d'entendre, il y a tous les éléments d'analyse nécessaires. C'est une bonne synthèse qui reflète surtout les acquis de la Constitution 2011. Vous savez, pendant des décennies, on a eu une Constitution qui ne répondait pas aux besoins de la société et qui ne reflétait pas la réalité socioculturelle et identitaire du Maroc. Mais avec cette Constitution 2011, on peut dire qu'on a reconnu finalement toutes les composantes et il reste à mettre en œuvre cette reconnaissance, bien entendu. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va les dire. On va commencer donc, je vais vous poser je vais vous lire un passage de la Constitution, c'est l'article 5. Voilà, je vous lis et vous commentez. Je commence par vous, docteur Gsous. L'unité du royaume du Maroc, forgée par la convergence de ses composantes, arabo-islamiques, amazigh et saharo-hassani, l'unité s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Qu'est-ce que ça veut dire? Une identité riche, pluriel complémentaire, une capacité à s'ouvrir sur les autres cultures, une sorte de complexité de notre tissu culturel. C'est relativement complexe. Oui. Mais pour ne pas compliquer les choses, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a eu ces composantes qui sont les composantes de base. À la fois la composante arabe, la composante amazigh et la composante hassani. Et puis, il y a eu des affluents. Et parmi ces affluents, il y a eu des apports. Je pense par exemple à l'affluent africain. Hassan II disait que le Maroc a ses racines en Afrique. Et effectivement, nous avons beaucoup d'apports qui sont des apports qui sont venus d'Afrique. Des apports qui sont des apports de personnes, puisqu'il y avait du commerce avec un certain nombre de pays africains, il y avait des personnes qui passaient d'un côté ou de l'autre. Nous avons une population, par exemple marocaine, d'origine marocaine, qui se trouve dans un certain nombre de pays, je pense particulièrement au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire, mais nous avons un certain nombre de personnes qui sont venues du Mali, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, et qui sont aujourd'hui de nationalité marocaine, qui sont ici depuis des générations, plusieurs générations. Mais nous avons cet apport, pas uniquement un apport de personnes, mais également un apport au niveau de la culture. La même chose, je reprends la même chose au niveau, par exemple, de l'affluent méditerranéen. La Méditerranée n'a pas été une mer, n'a pas été une séparation, mais par contre, elle a été un pont. Et nous avons reçu des personnes qui sont venues de plusieurs pays. Je prends par exemple une famille, la famille Sqalli, que nous avons ici au Maroc, mais qui se trouve dans d'autres pays européens, est originaire de Sicile. Ça veut dire que nous avons des apports... Sicilien. Et nous avons des apports, pas uniquement d'Italie, mais de toutes les parties, de toutes les contrées de la Méditerranée. Et ces apports humains s'accompagnent également d'apports au niveau de notre culture. Nous pourrions peut-être en parler au niveau des apports au niveau de la culture. Au niveau de l'affluent hébraïque, là aussi, l'affluent est important. L'affluent hébraïque, qui est ici au Maroc depuis plus de 2000 ans, certains disent depuis la première destruction du temple
de Jérusalem, À peu près à moins c'est-à-dire 700. 2600-2700 Voilà, années, à peu près, oui. ce qui est relativement ancien. Je me rappelle une de mes premières immersions anthropologiques dans la vallée du Ziz, où il fallait laisser la voiture partir à pied pendant 1 heure et quelques, traverser l'Oued Hagué, et je me suis retrouvé dans un doigt, dans un ksa, habité par une grande famille élargie de personnes musulmanes. Et le lendemain, on me fait visiter les voisins. Un ksa voisin où j'étais accueilli de la même manière. Et Des c'est familles après, juives. c'était des juifs, la même physionomie, les mêmes habits, la même manière de parler. Plus loin, à 2 kilomètres plus loin, c'était un autre ksa de juifs, mais qui étaient amazirophones, qui ne parlaient pas du tout l'arabe, pas un mot d'arabe. Et donc, ils sont ici au Maroc depuis un certain temps, qui sont des Marocains et pour lesquels donc, il y a un brassage, il y a un apport, en tout cas, un apport de personnes, mais un apport également d'éléments au niveau de notre culture. Le dernier affluent est bien entendu l'affluent andalou. Ça, vous pouvez continuer sur la pensée de feu Hassan II, c'est-à-dire sur les racines africaines, les racines africaines et le feuillage européen. Et le feuillage, voilà, absolument. Et donc, nous avons un certain nombre de familles qui sont des familles qui sont peut-être parties d'ici et qui se sont, brassées déjà sur place en Andalousie et revenues soit il y a eu l'apport juif, l'apport hébraïque, mais l'apport musulman également, des personnes qui sont arrivées au XVe siècle. Alors, on avance un peu, Ahmed Assid. Alors, il y a les composantes dans cet article de la Constitution, il y a les composantes arabo-islamiques, amazigh, saharo-hassani, et les affluents. Alors là, il faut clarifier, parce qu'il y a les gens qui mélangent un peu. Qu'est-ce qu'une composante et qu'est-ce qu'un affluent? Par exemple, dans la Constitution, l'Afrique est considérée comme un affluent. C'est faux. Là, on est africain. On a les pieds sur une terre africaine et le territoire marocain fait partie de l'Afrique. Donc, ce n'est pas un affluent, c'est une composante essentielle. Malheureusement, les Marocains ne faisaient pas attention parce qu'on a tourné le dos à notre africanité pendant des décennies. Et c'était parce qu'on a décidé... Après avoir été orienté sur notre africanité depuis des siècles. Oui, bien entendu. On a tourné le dos à l'Afrique à cause du problème du Sahara avec l'Algérie, etc. On a été, à un moment donné, obligé de quitter l'organisation africaine et on a oublié notre africanité. On s'est orienté vers 2 pôles. Le pôle du Moyen-Orient, on s'y considérait comme arabe, et Paris, et le modèle français, c'est-à-dire l'Occident. Et on a oublié le Maroc. Et là, c'est pourquoi cette constitution 2011 est très importante. Alors, en ce qui concerne la composante hébraïque, ce n'est pas un affluent, parce que c'est l'histoire de 2500 ans du pays, de la présence juive au Maroc. Et bien entendu, les Juifs qui ont vécu au Maroc depuis des millénaires, ils étaient mélangés avec la population, que ce soit la population chrétienne, avant l'islam, ou païenne. Il y avait des tribus amazirs qui étaient juives. Et puis, les Juifs sont devenus amazirs de culture et de langue, parce qu'ils pratiquaient la langue. Par exemple, chez nous, à Sousse, il y avait une danse collective qui est partagée entre musulmans et juifs, c'est-à-dire une danse mixte, où il y avait des joutes oratoires improvisées entre les musulmans et les juifs. Et ça montre un aspect de brassage, un aspect de tolérance qui est vraiment magnifique. Alors, il y a également, c'est-à-dire le problème de la virgule qu'il y a entre arabo-musulman, virgule, et puis amazir.
je crois que c'est mal rédigé parce que est-ce que l'islam est uniquement lié à l'arabité ou bien il est lié aussi à la culture amazigh et aux autres composantes? Il y a un problème de la virgule. Très intéressant, c'est votre point de vue, effectivement. Voilà, bien entendu. Alors, on a vécu pendant des décennies sous une idéologie réductive qui réduisait l'identité du pays à l'arabo-islamisme, en oubliant toutes les autres composantes. Et bien entendu, il y a eu un débat public approfondi avec les élites partisanes, avec la classe politique, avec les intellectuels, les universitaires. Ce débat a abouti finalement à cette reconnaissance. Cette reconnaissance ne doit pas rester noir sur blanc dans la Constitution. Elle doit être comprise et assimilée par les Marocains. Et il faut absolument que le système éducatif apprenne aux générations futures des Marocains qu'est-ce que appartenir à un Maroc pluriel. Jusqu'à présent, on ne le fait pas malheureusement. C'est pourquoi il y a eu le débat a continué même après la Constitution. Et c'est le même débat des années 70. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu des composantes sans réaliser le contenu de la Constitution. Et quand on reconnaît quelque chose et sans la mettre en œuvre, eh bien, les anciens débats reviennent. Et aussi les affrontements et tout ça. Donc, il faut absolument revoir un peu notre système éducatif pour, on va en parler par exemple, la composante hébraïque. Que connaissent les Marocains sur les fêtes des Juifs marocains, sur leurs mausolées, sur leurs rites, sur leurs coutumes? Rien. Pourquoi? Ils ont leur école, leur justice. Oui. Voilà, absolument. Donc, puisqu'on a reconnu cette composante, il faut la mettre en œuvre, et d'abord dans le système éducatif et puis les médias. Tamazight, la même chose. Reconnaître Tamazight comme langue, culture, identité, projet sociétal de développement, etc., ça demande qu'il soit enseigné et généralisé verticalement sur tous les cycles de l'enseignement et horizontalement sur tout le territoire du Maroc. À la lumière de ce que vous dites, on comprend maintenant, ça a été dit dans le sujet d'ouverture, le timing du discours d'Agir de Sa Majesté. Donc, dès le départ du règne, on pose le cadre qui après le temps. Donc, ça a été tout de suite après, c'est la création de l'Institut de la culture. Le 17 octobre 2001, il y a eu une reconnaissance politique à travers le discours d'Agir qui est un discours historique. Voilà. Après 10 ans exactement, en 2011, il y a eu une reconnaissance constitutionnelle. Mais malheureusement, qui est restée noir sur blanc. Alors, on va en parler. On va en parler à la lumière de ce qui a été dit, Chakib Ghessous. Comment on peut définir cette question, Amazigh? Est-ce qu'elle est de nature plutôt culturelle ou plutôt identitaire ou plutôt citoyenne? Ça a l'air de se ressembler, surtout les deux derniers, mais ça ne se ressemble pas beaucoup. Ça, c'est à l'anthropologue que je pose la question, sociologue à l'anthropologue. Oui, je crois que la question Amazigh est à la fois les trois. Elle est identitaire et citoyenne. Elle est identitaire. Les Marocains sont Amazighs. C'est les premiers habitants du pays. Et aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous Amazighs, en partie Amazighs dans notre ADN. Donc, c'est notre identité, nous sommes des Amazighs. Et on ne peut pas le nier, on ne peut pas dire nous sommes de ceci ou nous sommes de cela. Nous sommes tous Amazighs. Au niveau de l'identité, au niveau de la culture, notre langue, la langue d'Erija que nous parlons, est une langue qui a beaucoup d'apports de vocabulaire, qui sont des vocabulaires Amazighs. Et notre Derija n'est pas comprise quand on va au Moyen-Orient, justement parce que nous avons des vocables qui sont Amazighs, Amazighs propres au Maroc. Mais même la tournure, je ne suis pas spécialiste de la langue, je ne suis pas. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que notre Derija, la composition de la phrase dans notre Derija ressemble à la composition de la phrase en Amazigh. Il y a plusieurs langues Amazigh, justement. Il y a plusieurs langues Amazigh. Oui, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Et ceci est important, c'est que notre parler déjà est empreint dans notre culture. Le parler est important dans la culture, mais pas uniquement.
dans tous les éléments de la culture, il y a la présence amazigh. Dans ce que nous mangeons, dans les plats que nous préparons, dans nos tenues, dans la manière de nous comporter. Tout ceci, il y a donc une présence culturelle amazigh on ne fait pas attention. Mais quand on analyse profondément, on le retrouve. Maintenant, au niveau de la citoyenneté, bien entendu que dans la citoyenneté, l'élément amazigh est important et nous sommes citoyens d'un pays qui est un pays amazigh, arabe et hassani. Alors, ce que vous retrouvez là-dedans, Ahmed, c'est quand on dit l'arabe, enfin, Derija, est emprunté ou il a emprunté une structure, la structure de la langue à l'amazigh. Mais quelle amazigh? Quelle langue amazigh? Vous allez en parler, il y a une langue amazigh, mais il y a des variétés linguistiques, des régions. C'est-à-dire, Tassosi, Tarifit, c'est des variétés, mais de la même langue. C'est la même structure linguistique, grammaticale, linguistique. Bien entendu, maintenant c'est une langue de l'école. Donc on est en train de réussir un grand processus de standardisation de la langue. Et comme ça s'est passé pour toutes les langues du monde, bien entendu, pour l'arabe, pour le finlandais, pour toutes les langues étaient des dialectes, des variétés linguistiques. Et puis après on a c'est-à-dire standardiser la langue pour qu'il exerce des fonctions institutionnelles comme langue de l'État. Alors, en ce qui concerne l'amazigh comme identité des Marocains, pendant très longtemps, puisqu'on a exclu l'amazigh de l'école et des médias, on a vécu, comme a dit Sixous, on a vécu quotidiennement notre amazighité sans en être conscient. C'est vrai que les Mazighans qui pratiquent la langue, ils sont plus conscients. Mais les autres citoyens qui sont aussi amazighs mais qui ne connaissent plus la langue, qui ont perdu la langue à cause de l'exode rural, à cause de plusieurs facteurs, ils n'avaient pas cette conscience parce qu'il fallait l'école et les médias pour qu'ils soient plus conscients de ce qu'être un Marocain. Et bien entendu, il y a un point très important qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que, à travers l'histoire, l'amazigh qui a joué le rôle de fil conducteur en ce qui concerne le brassage entre toutes les autres composantes. C'est-à-dire, c'est amazigh qui a donné à toutes les autres composantes la spécificité marocaine. Par exemple, la religion musulmane. Les fuqaha amazighs ont fait c'est-à-dire des créations, ils ont inventé des manières d'adapter les textes à la réalité socioculturelle du peuple qui n'existent pas en Orient. Donc l'islam a eu un contexte marocain, il a été marocanisé par cette vision amazigh justement. L'arabe aussi, puisque la langue arabe, ça fait, si on compte depuis les Almohades, ça fait 8 siècles. Dans ces 8 siècles, il y a eu un brassage entre Tamazight et la langue arabe. Le résultat, c'est Derija, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est une troisième langue où il y a un vocabulaire commun, un vocabulaire, c'est-à-dire un peu de partout. Un peu d'arabe, un peu d'amazigh, mais il y a aussi la manière de penser les choses. C'est-à-dire, quand on parle Derija, on réfléchit en amazigh et on utilise même des mots arabes. Comme on dit par exemple l'ham khadar. Ce n'est pas une expression arabe. Si on parle comme ça en Arabie Saoudite, ils vont nous dire vous êtes faux, ce n'est pas vrai. Vous ne respectez pas les règles. Oui, l'ham n'est pas khadar, l'ham hamar, par exemple. Mais c'est parce que la phrase, elle est basée sur... La phrase, elle est amazigh. Mais en utilisant des mots, il est exprimé par des mots arabes. Parce que khadar, ça veut dire cru. Ça ne veut pas dire la couleur. D'accord. Voilà. Et donc, Derija aujourd'hui, il est pratiqué par 90% des Marocains qui ne sont pas conscients qu'ils parlent à travers Derija, ils parlent amazigh. Quand ils disent, par exemple, sifat bra. Sifat, c'est le verbe sifd en amazigh, c'est envoyer. Bra, c'est tabrat. C'est amazigh. Donc, toute la phrase, elle est en amazigh, mais les gens ne savent pas. Ils croient qu'ils parlent arabe en disant c'est faute. Il y a aussi plusieurs exemples de l'arabe Derija qui empruntent de l'arabe classique. Oui, bien sûr. On dit même que la Derija marocaine est l'une des plus proches
de l'arabe classique. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est ce qui se dit. Ça c'est après 50 ans d'arabisation. Il ne faut pas oublier que l'école avait une grande influence sur la darija des Marocains. On a fait ce qu'on appelle at-tafsih de la darija. Il y avait une darija ancienne, mais après un demi-siècle d'arabisation, eh bien, par exemple, on disait « tsnani f'tomobile », aujourd'hui on dit « ntadarni f'siyara ». Et c'est l'effet de l'école. Vous voyez, c'est l'effet de l'arabisation. Donc, darija marocaine a changé. Ça a été influencé par l'école et par le système d'arabisation. Alors, on va essayer d'aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de thèmes sur lesquels on voudrait revenir. Alors, avec vous, docteur Gsous, vous avez travaillé beaucoup sur la famille marocaine, sur l'éducation. Est-ce que vous voyez est-ce que vous avez décelé dans vos immersions anthropologiques en ruralité, en terre amazigh, en terre non amazigh, est-ce que vous avez décelé des différences de fonctionnement, de mode de fonctionnement de familles à tradition amazigh et à tradition arabe, si j'ose dire? Oui, je pense que la famille est la même, qu'elle soit dans les régions à prédominance amazigh ou dans les régions à prédominance non amazigh. Je pense que la famille traditionnelle, puisque c'est l'agriculture qui a été dominante, l'agriculture à visée d'utilisation personnelle, c'était la grande famille élargie avec 2 ou 3 générations où les enfants habitaient avec un aïeux qui est le grand-père et qui décidait pour tout. C'est la même famille qui est retrouvée un petit peu partout au Maroc. Par contre, effectivement, quelques nuances, on peut noter un certain nombre de nuances. D'abord, au niveau de l'éducation des enfants, c'est vrai que il y a plus de violence dans les plaines que dans les régions amazigophones. Dans les régions amazigophones, on se rend compte qu'il y a moins de violence. Il y a moins de violence verbale. Et la femme est beaucoup plus respectée qu'elle ne l'est dans d'autres régions. Elle est plus respectée au sein des foyers et sa place dans la société peut changer. Alors là, ça change également des 3 grandes régions amazighes du pays. Je pense par exemple dans le Souss, où la femme, il y a une séparation nette entre la femme dans la société, à tel point que dans les souks, dans un certain nombre de souks, la femme n'y accédait pas. Et on avait pour la femme une journée qui était la journée où la femme pouvait partir au souk pour ne pas rencontrer les hommes. Au Moyen Atlas, la place de la femme était différente dans la société. Elle sortait, et il n'y avait aucun problème. Elle était libre de se déplacer dans la société. Au Rif, elle avait une place encore beaucoup plus importante parce qu'elle pouvait avoir de l'ascendant, y compris sur les hommes. Ceci étant, la famille en général reste la même, quelle que soit la région où l'on est, et c'est toujours le même fonctionnement, en tout cas tel qu'elle était avant. Aujourd'hui, partout, nous sommes en train d'avoir des familles qui sont nucléarisées avec le père, la mère et les enfants. Il y a eu un brassage. Il y a eu un brassage entre les 2 cultures, si vous voulez, quelque part. De toute façon, le brassage, il a été fait depuis des siècles. Des siècles, tout à fait. On ne parle même plus de brassage, puisque tout est... Nous sommes exactement... C'est comme si vous avez pris... On est les 2, en fait. C'est comme si vous avez pris une farine de chacun des céréales, vous avez mélangé tout ça, et vous vous posez la question aujourd'hui. Nous sommes un mélange de tout. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est malheureusement, l'histoire a fait son effet, mais les politiques publiques, après l'indépendance, n'ont pas suivi l'histoire. C'est-à-dire ce brassage qui a été fait, magnifique, il n'a pas été respecté parce qu'on a exclu la langue et la culture amazigh de l'école et on a enseigné l'arabo-islamisme. Et ça a influencé un peu la conscience nationale des Marocains. Qu'est-ce qu'aujourd'hui être Marocain? Ça a chamboulé un peu cette conscience. Alors, parce qu'il fallait enseigner les 2 langues depuis le début. Et il y avait un autre Gsous
c'est Mohamed, l'un des fondateurs de la recherche sociologique au Maroc, qui disait toujours que le Maroc ne peut tenir que sur deux pieds, c'est l'amazigh et l'arabe. Il ne peut pas tenir sur une seule jambe. Alors justement, vous me tendez la perche quand vous parlez de ça, et on en arrive, ça a été dit dans le sujet, le concept de Tamgharbit. Tamgharbit, ça a fait couler énormément de salive et d'encre. Les gens en ont parlé très très largement. Comment on peut le définir ? Est-ce que c'est une forme, encore une fois, de citoyenneté ou de citoyenneté culturelle, si on peut dire, le Tamgharbit? Alors, Tamgharbit, déjà, c'est à consonance amazigh, Tamgharbit, ça je pense sous votre contrôle, donc ça veut dire déjà beaucoup de choses. Comment on peut expliquer le concept-là qui est compliqué? C'est tout à fait normal qu'on parle de Tamgharbit après la Constitution 2011. Pourquoi? Parce que quand on reconnaît toutes les composantes du pays, on est obligé de les expliquer, de pousser les citoyens à repenser leur existence en reconnaissant toutes ces composantes, c'est-à-dire se sentir appartenir à toutes ces composantes. Et puisque ce sont plusieurs, c'est multiple comme composantes, donc le mot Tamgharbit est venu pour nous dire qu'il faut être profondément marocain, et pour être marocain, il faut l'être à travers la reconnaissance de ses composants, pas à travers l'exclusion. Parce que, justement, ce qui consolide... Tamgharbit, c'est plutôt l'inclusion que l'exclusion. Ah, absolument, parce que l'exclusion, ça menace la cohésion sociale, contrairement à ce que croyait l'État-nation modèle centralisateur. C'est-à-dire le modèle classique de l'État-nation considérait que pour consolider la cohésion sociale, il faut éloigner ceci, ignorer cela, etc. Et imposer une seule, c'est-à-dire faire l'uniformisation. Vous savez, l'erreur qu'on a faite, surtout avec le mouvement national depuis 1930, et puis à l'aube de l'indépendance, c'est qu'on a calqué sur le modèle français. Le modèle français, il est basé sur l'uniformisation, sur l'homogénéisation, une seule langue, une seule culture, une seule identité. Alors que le Maroc, c'est différent. On ne peut pas lui imposer cette vision française. Parce que le modèle qu'on a connu pendant l'époque coloniale, c'était le modèle français. Mais c'était une grave erreur que d'imposer un modèle de l'État-nation au Maroc, alors qu'il était incompatible avec notre réalité. Donc aujourd'hui, Tamgharbit, ça signifie avoir la conscience d'être marocain à travers le sentiment d'appartenir à toutes les composantes qu'on a reconnues. Il y a eu quand même des débats politiques dans les années 50, quand on parle du mouvement national, des composantes qui étaient là aussi pour défendre l'aspect inclusion plutôt que exclusion, si tant est que l'exclusion est prouvée. Tamgharbit, pour vous, selon un angle sociologique et même anthropologique, Dr Ksous. Tamgharbit. Alors, moi, ce n'est pas uniquement mon sens. Peut-être je reviendrai, excusez-moi, je vous coupe. Peut-être je reviendrai à cette question de État-nation. Je prends le contre-pied de Ahmed Assed en disant que peut-être cet État-nation fait qu'il y a eu cette Tamgharbit, mais le prendre dans le côté inclusion encore une fois. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'effectivement, le Tamgharbit, c'est de l'inclusion. Mais moi, ce qu'elle me fait penser, c'est le comportement du Marocain. Pour moi, quand j'entends Tamgharbit, c'est comment il se comporte. Et quand j'essaie d'analyser, je me rends compte que le Marocain se comporte avec une dignité. La dignité de quelqu'un qui a 12 siècles de civilisation derrière lui. Il se comporte avec un attachement important à la famille. Tous les Marocains sont attachés à la famille. Tous les Marocains ont du respect pour leurs parents. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres contrées. Un attachement important à la mère. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres contrées. Oui. Quand on reconnaît l'amazigh, on ne peut plus parler de 2 siècles. On doit parler de milliers d'années, justement, parce que l'histoire de 2 siècles, c'était... La réflexion était prévisible. C'était dans le cadre d'une vision arabo-musulmane de l'identité. Oui, on parle de 2 siècles, c'est-à-dire on a attendu l'arrivée de quelqu'un de l'Orient pour commencer l'État, alors que ce n'est pas... Peut-être la naissance de l'État-nation, mais l'État-nation est né bien après, même les 12 siècles. Il est né il y a 6-7 siècles, peut-être. Bien entendu, quand on parle de l'amazighité comme identité de pays, eh bien, il faut
comptait depuis des millénaires. Aujourd'hui, on parle d'un Homo sapiens de 315 000 ans. 315 000 ans. Et hier, on a présenté une nouvelle découverte de 773 000 ans. C'est extraordinaire. Mais j'aimerais, pour ne pas oublier, clarifier une chose qui a été dite par Sigsus, qui est très intéressante. Pourquoi il y a moins de violence dans les zones amazirophones et pourquoi la femme est plus respectée? Tout simplement, c'est l'effet du droit coutumier pratiqué pendant des siècles. Absolument. Parce que dans le droit coutumier amazigh, on pénalisait la violence verbale. Quand on prononce des gros mots, on paye, on est sanctionné. Et la violence à l'égard des femmes aussi, elle est sanctionnée, parce qu'on a fait la collecte de droit coutumier, de l'Araf, on a publié dans des ouvrages, eh bien, il y a des textes écrits qui pénalisent l'homme qui c'est-à-dire exerce une violence sur la femme. Donc, c'est toute une culture qui s'est développée à travers des siècles. Il y a aussi la peine de mort qui n'existe pas dans le droit coutumier. Ça n'existe pas. Il y a azweg, c'est-à-dire on demande à la personne de quitter le territoire. Mais on ne tue pas. Il est banni, mais pas... Il est banni, mais il n'est pas tué. C'est une forme d'exécution sociale qui n'est pas physique. Il n'y a pas de châtiment corporel, c'est-à-dire le corps humain, il est respecté. On ne coupe pas les mains, les jambes, etc. Et tout ça, ça a créé en fait cette culture-là qu'on a oubliée après l'indépendance, parce qu'on ne l'a pas reconnue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de la peine de mort, on parle des Nations Unies, on parle des droits humains, mais on ne parle jamais que la peine de mort n'a jamais existé dans notre tradition. Cela étant, la main coupée, ça n'existe nulle part chez nous. Docteur Souf, vous disiez des choses sur Tamr el-Bed. Est-ce que vous avez fini? Oui, non, alors il y avait deux ou trois autres points. La solidarité est importante dans nos contrées, plus qu'ailleurs. L'hospitalité, l'accueil des étrangers, la tolérance, le vivre ensemble, le vivre dans une société plurielle, ces différents affluents sont arrivés à des moments différents, mais des fois en même temps qu'on recevait des personnes qui sont venues d'Afrique, des personnes qui sont venues de Méditerranée, des personnes qui sont venues du Nord, et en même temps, elles étaient acceptées par la société qui les intégrait, qui en faisait très vite des Marocains qui vivaient. Et ça, ce vivre ensemble est important. Nous l'avons vécu pendant un certain nombre de siècles et nous continuons à le vivre. Malheureusement que nous avons l'impression que nous sommes devenus un petit peu plus réticents. Mais en réalité, nous-mêmes intérieurement, nos jeunes intérieurement, restent quand même dans cette manière de vivre, malgré la jeunesse, ils continuent à vivre avec ces sentiments qui sont des sentiments, disons des comportements de Tamr el-Bed. Alors, il y a une question que je vais vous poser, Ahmed Assid, qui est un peu de nature provocante. C'est la culture amazigh. On dit que la culture amazigh est cantonnée quelque part dans l'oralité pour la langue et pour la culture, musique, gastronomie, tenue vestimentaire, etc. J'en sais certainement moins que vous, mais est-ce qu'il y a une culture amazigh écrite, vaste, large, où ça reste dans l'oralité et on est en train de reprendre maintenant les choses petit à petit? En d'autres termes, à quoi sert le tifinagh finalement? Oui, la langue amazigh a été pratiquée comme langue orale pendant des millénaires, mais elle était aussi écrite, mais pas comme les langues étrangères. C'est-à-dire, les Amazighes ont écrit des ouvrages en latin, ont écrit également en arabe, et ont écrit en français et espagnol pendant le XXe siècle. Mais la langue amazigh est restée vivante, c'est-à-dire c'était une langue où on produisait notre existence quotidienne et qui est pratiquée même au sein des institutions de l'État. Par exemple, les Almohades, ils imposaient la langue amazigh pour quelqu'un qui prêchait dans une mosquée. C'est-à-dire pour accéder à al-minbar, il faut connaître les deux langues, l'amazigh et l'arabe. Si vous ne connaissez pas les deux langues... Les Almohades, c'était déjà éminent. Là, les Almohades, oui, ils l'imposaient. Et donc, le miracle, c'est que cette langue qui était
en majorité, c'est-à-dire parlé, hein, il a résisté jusqu'à nos jours. Alors qu'il y a des langues écrites de grands empires comme le latin et qui a disparu. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amazigh était enraciné. Hein, il était aussi protégé par les montagnes. Hein, et Maziran avait une culture de résistance. Et c'est pourquoi c'était des montagnards en majorité. Et ils ont préservé la coutume, la langue, les rites, etc., grâce à ces montagnes. Mais aujourd'hui, l'amazigh se trouve dans une nouvelle phase de l'histoire. C'est une langue qui est écrite d'une manière très élargie, très vaste, qui est devenue une langue de l'école. Et là, la grammaire, la conjugaison, c'est-à-dire les dictionnaires, le dictionnaire fondamental, les dictionnaires spécialisés, l'anthologie de la littérature, toutes c'est-à-dire les piliers d'une langue officielle, d'institution, ils sont aujourd'hui réunis. Et puis, il y a une nouvelle génération d'écrivains en amazigh, et ça c'est très important, une nouvelle génération de jeunes écrivains, garçons et filles, qui écrivent le roman, la nouvelle, le théâtre, le scénario, hein, la poésie. Depuis combien de temps? Depuis 2002. D'accord. En 2002, par exemple, il y avait une seule dame qui avait publié un recueil de poèmes en amazigh. C'était Fadma Ouriachi, Rifen de Nador. Aujourd'hui, on a des dizaines d'écrivaines qui ont eu des prix. Hein, du ministère de la Culture, de l'IRCAM et d'ailleurs, et qui ont révolutionné la langue amazigh moderne. Donc on peut dire que cette reconnaissance, depuis 2001, elle a apporté beaucoup à la langue et à la culture amazigh. Alors il y a quand on préparait l'émission, Dr Ksous, je vous ai parlé d'une phrase que j'ai trouvée à vous dans les médias qui est vous avez dit que ce n'était pas ce que vous aviez dit exactement. Enfin, l'arabe classique, Darija et l'amazigh vont gagner en importance. Ce qui a été rapporté dans votre bouche dans des médias marocains. Alors, la question est, si vous reconnaissez cette phrase, et je vous pose la même question d'ailleurs, qu'est-ce qui permet une telle affirmation à un moment où l'anglais est en train de prendre le dessus sur les langues étrangères ici au Maroc, que le français est en train, même si notre émission est en français, le français est en train de reculer au Maroc. Il y a même le mandarin pour les jeunes. Vous parlez des jeunes, il y a aussi le mandarin, le chinois, qui est en train de prendre... Est-ce que vous pensez véritablement que arabe classique, Darija et amazigh vont gagner en importance alors que les jeunes, sur Internet et ailleurs, vont vers des langues étrangères, ou alors on peut faire les deux. C'est vrai que les Marocains ont une certaine facilité à la langue, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut voir les choses comme ça? C'est-à-dire sur les langues nationales au détriment des langues étrangères? D'abord, je ne me souviens pas avoir dit cette phrase. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, je l'ai certainement dite, mais maintenant, il faut faire attention. Quand vous dites quelque chose à un journaliste, ça ne va pas se retourner contre vous, ça va simplement être écrit à votre compte, c'est tout. Il faut faire attention. Moi, je me disais, il faut faire attention à tout ce qu'on écrit. Maintenant, à tout ce qu'on dit, il faut faire attention. Ah oui, d'une manière générale. Tout est enregistré. Oui, effectivement. Voilà. Au niveau de l'école, aujourd'hui, nous nous rendons compte que le niveau de la langue française se perd beaucoup. Le niveau de la langue arabe également se perd beaucoup. Mais les jeunes qui sortent de nos écoles aujourd'hui ont un niveau d'arabe beaucoup plus élevé que leur niveau de français. Il y a 30 ans, nous pouvions, avec des étudiants, nous pouvions tenir des discussions en français sans difficulté. Aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de tenir des discussions en français et ils préfèrent très vite switcher vers l'arabe parce que ils n'ont pas la langue française, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue, peut-être qu'on pourra expliquer par la suite, il y a une question sur laquelle je reviendrai. Et parallèlement, nous utilisons Darija. Darija, nous avons commencé à l'utiliser dans la publicité. Nous voyons dans les grands panneaux publicitaires Darija, alors qu'il y a 20 ans, on n'avait pas cette publicité en Darija. Nous avons, au niveau des réseaux sociaux, les gens écrivent en Darija. Il y a 15-20 ans, quand les réseaux sociaux sont apparus, les réseaux sociaux on écrivait ou on chattait en français. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'arabe ou c'est Darija.
Maintenant, Ou c'est le français d'Arijizé. ou c'est le français d'Arijizé. Voilà, avec le 3 pour le Ain, avec le 7 pour le Ha, etc. Mais en fait, c'est de l'arabe. C'est de l'arabe écrit en caractère latin. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est de l'arabe ou de la darija latinisée. C'est de la darija latinisée. Maintenant, la mazir a commencé très timidement au niveau de l'école. Il mériterait d'être plus généralisé pour pouvoir permettre à tous les Marocains de pouvoir le parler et le comprendre. Et je pense que là, le Maroc fera nécessairement, dans les années à venir, un progrès. Et donc, ces 3 langues, nous allons les avoir. Effectivement que l'anglais... Rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste à peine 7 minutes. Je vous l'avais dit, ça passe très vite. L'anglais prend de plus en plus d'espace par rapport au français. Et c'est vrai que nous avons besoin de l'anglais. Et nous avons besoin du mandarin. Alors, je continue un petit peu ma pensée. Le Maroc s'est orienté sur l'Afrique depuis une vingtaine d'années, depuis 2 siècles, depuis 2 décennies. Et en Afrique, il y a 3 grandes langues, l'arabe, le français et l'anglais. Et donc, nous avons besoin de ces 3 langues si nous voulons continuer à avoir une influence importante sur l'Afrique. Et le Maroc a une influence aujourd'hui qui est grandissante. Et notre expansion, enfin, quand je dis expansion, ce n'est pas géographique, hein, notre expansion idéologique et nos relations doivent s'orienter jusqu'ici. Nous étions accostés sur l'Europe, aujourd'hui nous devrions être accostés sur l'Afrique, et donc sur l'Afrique, ce sont ces 3 langues-là. Nous devons développer ces 3 langues. Nous devrions développer l'amazigh pour garder l'identité nationale. Oui. Mais ces 3 langues-là, enfin l'arabe, français, anglais et amazigh, nous devrions les développer. C'est vrai que le mandarin peut être un plus, mais ça c'est une autre question. Alors, je vous demandais de réagir rapidement à cette question des langues, les langues nationales, plus la darija, et les langues étrangères. Mais rapidement, s'il vous plaît, Ahmed Hassid, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine 5 minutes, je voudrais parler du 14 janvier, de Inel. Les langues nationales, c'est nous. Il ne faut pas voir ces langues-là avec une vision pragmatique. C'est nous. Quand on dit amazigh, c'est moi. Donc, je ne vise pas à enseigner les sciences ou bien à faire des centres nucléaires, mais j'aimerais être dans mon assiette et me sentir dans mon pays. Donc, on a 2 langues officielles qu'il faut absolument bien travailler à l'école. Et il faut se poser la question pourquoi notre système éducatif n'arrive plus à aider les élèves à exceller dans les langues. Pourquoi il faut répondre, il faut une véritable réforme de l'enseignement au Maroc. Donc, numérique. il faut exceller et bien maîtriser les 2 langues officielles parce que ça s'impose par la force des choses et par la logique du nationalisme, mais également il faut s'ouvrir sur une langue étrangère qui est la plus répandue au monde et à travers laquelle on fait la recherche scientifique aujourd'hui, etc. Et si l'élève marocain maîtrise les 2 langues officielles et maîtrise une langue étrangère, on peut aller loin. Alors, pourquoi l'amazigh dans l'enseignement n'avance pas? Parce que, d'abord, il n'y a pas une bonne volonté de la part du gouvernement. On a perdu 10 ans avec le gouvernement PJD, malheureusement, qui n'a rien fait. C'était du gaspillage. La loi organique est passée en 2019 sous le gouvernement PJD. Pardon? La loi organique. Oui, mais n'a pas été réalisée. C'est la fin du gouvernement Othmani. Et maintenant, ça fait plus de 5 ans après la loi organique, qui mentionne qu'il faut généraliser l'amazigh dans l'enseignement primaire en 5 ans. Les 5 ans sont écoulés en 2024 et l'amazigh n'a pas été généralisée. Donc, on a cette absence de volonté. Et d'un autre côté, il n'y a pas de ressources humaines. C'est-à-dire, pour réussir l'enseignement de l'amazigh, il faut qu'il y ait au moins entre 2000 et 3000 enseignants par an. D'abord, il y en a combien? Maintenant, on arrive à peine à 1000 par an. C'est le gouvernement Akhnouch qui a décidé ça. Alors qu'avant, c'était 200, puis 400,
puis 600. Donc il y a une évolution. Maintenant, il y a une positive. évolution, mais ce n'est pas suffisant parce que pour généraliser en 5 ans, il faut 3 000 enseignants par an parce qu'on a besoin de 18 000 enseignants pour l'enseignement primaire, uniquement. Alors, il reste très exactement 2 minutes, ce qui fait 1 minute chacun. Rapidement, je voudrais revenir donc sur la décision royale de faire du 14 janvier un jour férié. En quoi ça peut œuvrer à asseoir? Est-ce que ça marquera plus la majorité dans l'inconscient collectif, un jour férié finalement? On n'avait pas l'habitude, depuis 3 ans maintenant, ça va être la 3e année, on fête ce nouvel an. Effectivement, rapidement, docteur, en 1 minute. Je pense que nous, dans certaines régions du pays, on parlait du calendrier agricole, le filet. Et effectivement, c'est une fête, on aspire à ce que l'année soit une bonne année agricole et on prépare des plats qui sont en relation avec le terroir. Et puis le fait de le relier, en réalité c'est le calendrier julien qui est le plus utilisé, y compris au niveau d'autres pays méditerranéens, puisque en Italie, en Grèce, en Espagne, on fête également l'Yanaïr. Sauf que le fait de lui donner le caractère amazigh est important pour nous en tant que Marocains, pour donner pour asseoir la qualité amazigh de ce calendrier-là. Et c'est important pour nous. Ahmed Assid, en 1 minute. Bien entendu, la reconnaissance de Eid el-Naïr comme fête nationale et jour férié, c'est très important pour approfondir la conscience marocaine de l'amazérité du Maroc et également, bien entendu, pour approfondir cet attachement à la terre et à l'agriculture et à la profondeur de notre histoire. Et à cette occasion, je dirais à tous les Marocains, Asougash, Amayno, Iroudan, et Foulkin, ce dossier de Toumert. Merci, je ne dirai pas en VO, je vous dirai en français. Merci à vous, docteur Gsous, merci à vous, Ahmed Assid. Merci à vous de nous avoir suivis et meilleurs vœux pour le nouvel an amazigh. À très bientôt, la semaine prochaine.